17 ans, elle habite en banlieue de San Francisco et elle est poursuivie par l'industrie du disque aux États-Unis. On lui reproche d'avoir fait ce que tous les jeunes de son âge font tous les jours. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Le piratage ou le téléchargement de musique sur Internet est un phénomène tellement répandu qu'il fait perdre des milliards de dollars à l'industrie du disque qui voit chaque année ses ventes chuter de 10 % en moyenne. Au début, les producteurs de disques se sont d'abord attaqués aux intermédiaires comme Napster. Mais aujourd'hui, ce sont les consommateurs aussi qui sont poursuivis devant les tribunaux. Au Canada, la CRIA, l'Association canadienne d'abord attaqués aux intermédiaires comme Napster. Mais aujourd'hui, ce sont les consommateurs aussi qui sont poursuivis devant les tribunaux. Au Canada, la CRIA, l'Association canadienne de l'industrie de l'enregistrement, vient de demander à la Cour fédérale de forcer les fournisseurs d'accès à Internet de donner les noms de leurs abonnés qui sont soupçonnés de télécharger de la musique. Mais certains se demandent si ce n'est pas une bataille désespérée. Bientôt, ce sera toute l'industrie du divertissement qui sera menacée par le piratage, la télévision, le cinéma et même la téléphonie. Et comme vous allez le voir dans ce reportage de Roger Archambault et Solveig Miller, l'industrie du divertissement devra faire face à un choix déchirant. Continuer à résister devant les tribunaux ou tout simplement s'adapter au changement. La révolution numérique a contaminé toute la planète. Un simple clic suffit pour obtenir un morceau de musique. Où que vous soyez, à chaque minute, des millions de fichiers musicaux sont téléchargés, piratés sur Internet. La culture du partage et du gratuit est devenue un phénomène de masse. 100 millions d'utilisateurs s'échangent ainsi des milliards de fichiers sur les réseaux point à point. Un des rêves que nous avions avec Internet, c'était d'en faire un média de communication démocratique. Ce n'est pas comme un diffuseur. Nous n'écoutons plus seulement ce que la grande radio, la grande télévision nous disent. C'est nous qui sommes devenus des éditeurs, qui écrivons. Nous pouvons aussi publier notre musique dans nos propres sites et laisser les gens la télécharger. Le point à point nous permet à tous d'être des serveurs ou des clients. Avec le net, nous pouvons écouter le point de vue de nos amis et pas seulement celui des grands médias qui ont peur de perdre leur influence dans ce nouvel environnement. Au cœur du débat se retrouve le système d'échange point à point, ou peer-to-peer en anglais. En accédant à ces sites, chaque participant rend disponible la liste de ce qu'il a à offrir au réseau central. Lorsqu'un membre cherche un fichier de musique, de logiciel ou de film, il en fait la demande à l'ordinateur central qui joue le rôle de répartiteur en indiquant quel ordinateur a la ressource. Une fois trouvé, les ordinateurs se mettent en lien et le téléchargement peut s'amorcer. Personne ne veut le rôle du méchant. Personne ne veut avoir recours aux poursuites. Mais quand une activité est illégale, et clairement illégale, et que les gens le savent, alors vous devez vous lever et le dire. L'Association de l'industrie américaine du disque, la RIA, a sorti ses griffes et a poursuivi plus de 1000 internautes au cours de la dernière année.
L'offensive contre le piratage a commencé il y a plus de 2 ans, quand les majors ont forcé la fermeture de Napster, un site de téléchargement en territoire américain. Depuis, Kazaa, l'autre grand ennemi des multinationales de la musique, s'est métamorphosé en une insaisissable créature. En janvier 2002, Kazaa, qui était basé aux Pays-Bas, s'éteint et renaît quelques jours plus tard, mais impossible de savoir où sont ses fondateurs des Suédois ni qui dirige l'entreprise. Kazaa est maintenant propriété de Sherman Networks, qui a son siège social dans l'archipel de Vanuatu, un paradis fiscal. Ses serveurs sont au Danemark, les codes du logiciel en Estonie. Sherman opère depuis Sydney, en Australie, mais n'a aucun employé. Ceux qui travaillent pour l'entreprise sont sous contrat avec une autre firme australienne. Kazaa a quelques 60 millions de fidèles à travers le monde. Il se retrouve surtout chez les jeunes, comme Christina Malouf, qui vit avec sa famille en banlieue de San Francisco. Âgée de 17 ans, elle adore la musique et s'est amusée, comme la majorité des adolescents, à télécharger des pièces musicales, plus d'1 millier, jusqu'au jour où la RIA a réclamé dédommagement pour les pertes encourues. Pour moi, c'est juste une insulte. Pour les gens, c'est prendre des monnaies qui vraiment n'appartiennent pas à eux. Nous travaillons très dur pour élever nos enfants, pour les envoyer à l'école, des trucs pareils. Alors pour moi, je répète toujours, c'est très injuste. C'est la grande industrie contre une famille moyenne qui travaille, élève ses enfants. Ce que la Record Industry a fait, peut-être légal, mais c'est totalement immoral dans mon opinion. Parce que pendant les 3 mois avant de nous donner cette complainte, ils contrôlaient toutes les activités sur notre ordinateur sans notre connaissance. Alors, au lieu de nous alerter que c'était illégal, que nous pourrions arrêter de faire ça, ils ont décidé de nous poursuivre dans la justice. Les libertés civiles et les droits dans le monde numérique sont en pleine mutation. Depuis plus de 10 ans, l'Electronic Frontier Foundation est devenue la plus grande organisation américaine à lutter pour les consommateurs afin que les industries culturelles et les législateurs s'ajustent aux nouvelles réalités technologiques. Si l'industrie du disque croit avancer, pour nous, elle fait un immense pas en arrière en poursuivant ses plus grands fans. Ils poursuivent des centaines de personnes qui utilisaient les logiciels d'échange point à point. Ces procédures ne peuvent avoir d'effet significatif sur les 60 millions d'Américains qui utilisent les logiciels d'échange. C'est plus que ceux qui ont voté pour le président à la dernière élection. Quand Raymond Malouf a reçu la poursuite, c'est vers l'Electronic Frontier Foundation qu'il s'est tourné. L'organisme l'a mis en contact avec un des nombreux avocats qui offrent gratuitement leurs services pour protéger les libertés fondamentales des internautes. Ils poursuivent, c'est leur droit, mais ils ne veulent pas régler la cause avec élégance. Ils semblent vouloir une vengeance féroce, c'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer et de protéger la famille Malouf. Et je les trouve trop agressifs. La poursuite joue très dur et traite souvent les jeunes comme s'ils étaient membres du crime organisé. Les avocats de la RIA, qui exigent 5 000 $ en dédommagement, exercent des pressions auprès de Christina pour qu'elle dénonce des amis et un de ses professeurs qui avait gravé un CD avec les chansons favorites des élèves. Ils voulaient que je la dénonce, que je l'implique, mais je crois que ce n'est pas juste. Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est nous qui sommes poursuivis, c'est notre problème. La seule raison pour laquelle j'ai parlé d'elle, c'était pour faire valoir que la musique téléchargée pouvait être utilisée à des fins éducatives. Jamais je n'ai voulu qu'elle devienne une de leurs cibles. Le plaignant, la RIA, aurait accepté de réduire le montant du règlement si Christina avait accepté de dénoncer son enseignante et ses camarades de classe. Mais même si elle avait témoigné contre eux, la somme réclamée restait
élevé. C'est une pression incroyable sur les enfants parce que elle n'avait aucune idée qu'elle faisait quelque chose d'illégal. Nous ne savions pas qu'est-ce qu'elle faisait. Et puis quand la complainte est venue, et surtout Christina, ma fille de 17 ans, elle était très fâchée, elle était dégoûtée, vraiment, parce qu'elle adore la musique. J'ai beaucoup de disques et j'en ai acheté plusieurs pendant que je téléchargeais de la musique. Souvent, j'entendais parler d'un artiste et d'une chanson, je la téléchargeais. Et si je l'aimais, j'allais acheter le disque. Je crois que contrairement à ce qu'on peut penser, le téléchargement m'a incité à acheter plus de disques. Les poursuites n'apportent pas d'argent aux artistes, n'incitent pas les gens à se rendre dans les magasins de disques, n'aident pas la création musicale. Ça ne fait qu'éloigner encore plus le public de l'industrie et ça ne répond pas à la vraie question. Comment l'industrie musicale peut faire de l'argent, distribuer sa musique et payer les artistes dans le nouvel âge digital. L'industrie a peur de perdre le contrôle. Elle a peur de la direction que le public veut prendre avec les nouvelles technologies. Elle craint que cela n'aille pas dans le sens de leur consolidation et leur star system. Ils ont toujours tout contrôlé. Quels artistes ils allaient pousser, quand et comment vous allez écouter votre musique. Ils ne savent pas trop comment réagir à ce nouvel environnement. Mais ce n'est pas nécessairement à eux que revient le contrôle sur la façon dont la technologie et la musique se développent. My name is Derek Brose. I'm the Executive Vice President of AltNet, or the Evil Empire, if you believe Wayne Rosso's fairy tales. Derek Bross représente l'ennemi de l'industrie culturelle. Sa compagnie, AltNet, partenaire de Charmin Networks, est chargée de la distribution de fichiers payants légaux sur Kazaa. Un excellent réseau de distribution, selon Bross, qui a approché, sans succès, les majors du disque, qui luttent contre des pertes en vente de disques estimées annuellement à 4,3 milliards de dollars. Je compare l'industrie à quelqu'un qui est en train de se noyer et qui panique. On m'a enseigné lorsque j'avais 12 ans et que je suivais mon cours de maître nageur de ne jamais intervenir quand quelqu'un panique. Il pourrait vous entraîner avec lui et vous noyer aussi. Alors je suis tout à fait prêt à m'asseoir et à les regarder couler. À ce moment-là, je vais les ramener au rivage et les aider à ressusciter. Hollywood n'a toujours pas mordu à l'hameçon, mais Bollywood, qui produit plus de 1000 films par an, prend sa chance. Un producteur de Bombay a conclu un accord avec AltNet. Un premier long-métrage, Supari, est maintenant disponible sur le réseau payant de Kazaa. Pour la somme de 2,99 $, les 60 millions d'utilisateurs du réseau Point à Point ont accès au thriller indien. Le film ne peut être copié. Toutes les fois que nous offrons un contenu payant, il est rapidement acheté. Je crois qu'ils devraient tirer profit de ces utilisateurs. Nous les avons attirés, ils sont maintenant accessibles. Nous pouvons les influencer lors de leurs recherches, diriger la publicité vers eux. Nous avons la capacité de proposer en premier plan le contenu payant dans le système et de rendre plus difficile l'accès au contenu illégal. Après la pause, même Wilfred Le Boutillier a été piraté avant la sortie officielle de son disque. De notre époque. Un jour, tout ça va se terminer. Gagnant de 7 Oscars, dont meilleur film. Il va y avoir des générations grâce à ce que vous avez fait. Cette liste, c'est la vie. Du réalisateur Steven Spielberg. La liste de Chandler. Sur DVD dès le 9 mars. Ces jours-ci, votre café Tim est encore plus savoureux. En ce moment, environ 250 CD qui ont été mis en MP3, les CD au complet, entièrement mis là-dessus. Alors, c'est intéressant de se promener avec cette discothèque. Et c'est tentant aussi de faire du piratage pour le remplir. Voilà. En principe, on devrait faire des doubles des disques que l'on a. Mais c'est en ce sens-là que je vous disais que le piratage est un comportement déviant, certes, mais qui s'inscrit dans un univers beaucoup plus large de nouveaux comportements.
Et ça, l'industrie du disque, si elle veut survivre, se doit de reconnaître ça et de s'y adapter. La compagnie Sony a compris, elle, qu'elle pouvait tirer profit de cette nouvelle technologie et fabrique maintenant des lecteurs MP3 et des graveurs de CD et DVD. Mais Sony, producteur de disques, poursuit, par l'entremise de la RIA, les utilisateurs de cette technologie. Surtout en ce qui concerne Sony, c'est particulier. Moi, du temps où je travaillais là, on m'avait donné un budget pour la fête des pères, disant, à la fête des pères, au lieu de donner une cravate ou un cigare, donne-lui un CD. J'avais mon petit budget pour mon petit quart de page noir et blanc, mais dans le même journal, au recto, page pleine couleur, la même compagnie, le même logo, disait, à la fête des pères, donne un brûleur, il va pouvoir écouter ce qu'il veut sur le lac. Bill Saint-Georges est directeur général de Musicor, membre de la grande famille Québecor. Il distribue le disque de Wilfred Leboutillier, le gagnant de Star Academy, dont le disque a été piraté avant même sa mise en vente. On a vendu quand même tout près de 100 000 disques en moins d'un mois, en ce qui concerne Wilfred. Est-ce qu'on aurait vendu 200 000 disques? Je ne peux répondre à la question, mais j'ai tendance à penser que ça nous fait mal. Chose sûre et certaine, ça ne fait pas que blesser l'auteur-compositeur, ça blesse tous les gens qui s'y greffent autour. On ne peut pas faire l'adéquation que chaque copie piratée est une copie qui aurait été achetée. Parce que souvent, les gens disent, moi, je ne paierais pas 25$ pour une toune, donc je le pirate et je fais vivre l'artiste dans la culture, ou je ne l'achète pas et là, l'artiste disparaît. Il y a des gens qui vont dire, le piratage sert à ça aussi. Entre septembre 2002 et septembre 2003, la chute des ventes de CD au Canada a été de 12,7 %. Heureusement pour nous, au Québec, la baisse a été moins marquée et diminuée de 2,6 %. Décembre dernier, l'Empire québécois, par la voix de la présidente du groupe Archambault, lançait une campagne de sensibilisation contre le piratage et plaidait en faveur de poursuites, comme aux États-Unis. Jusqu'à madame qui print les disques dans le shop. S'il n'y a plus moyen d'atteindre le seuil de rentabilité, qui va vouloir faire des disques? C'est sûr qu'à un moment donné, on ne pourra plus le faire. Ceux qui perdent le plus d'argent avec le piratage, ce ne sont pas les artistes, mais l'industrie. L'interprète n'obtient que 9 % du prix du disque et les auteurs-compositeurs un maigre 5,5 %, alors que les distributeurs, sous-distributeurs et détaillants empochent 48 %. Le fabricant reçoit 9,5 %, les maisons de disques, elles, recueillent 28 % du prix du disque. Pour la CRIA, l'industrie canadienne du disque, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas. Il faut passer à l'attaque. Qui pirate la musique sur Internet? L'industrie canadienne s'adresse aux tribunaux pour le savoir. La CRIA, la petite sœur de la RIA américaine, a demandé le 16 février à la Cour fédérale d'obliger les fournisseurs d'accès Internet au pays à divulguer l'identité de 29 clients qu'ils accusent de pirater de la musique. Tous les fournisseurs de services Internet, sauf Vidéotron, contestent cette demande, arguant que cela violerait le droit à la vie privée de leurs abonnés. La Disque, qui représente les producteurs du Québec, n'en est pas encore à vouloir poursuivre les internautes. On veut d'abord mesurer le taux de succès des sites d'achat en ligne et en attendant, on mise sur des campagnes de sensibilisation, comme celle de la Saint-Valentin où on incitait les amoureux à s'offrir des disques. On ne doit pas agir avec une agressivité démesurée compte tenu de l'état du dossier. Il y a un an, la plupart des gens ne savaient pas que c'était illégal. Ils savaient que tu pouvais facilement recevoir de la musique, envoyer de la musique. Et la musique, c'était comme une denrée virtuelle. C'était quelque chose il n'y a pas de base économique en arrière de la musique. Ah, ben ça va bien, c'est correct. Plus la présomption totalement fausse que les gens ont, que les musiciens, les artistes sont des gens riches. Tu passes à la télévision, t'es riche. Et Dieu sait qu'au Québec, on en est très loin. Et on pourrait remplir la pièce et il resterait de l'espace avec les musiciens et les artistes-interprètes qui en vivent au Québec. Ce discours de la Disque, dont nous faisons partie, soit dit en passant, nous sommes des membres actifs de la Disque, est un peu étonnant. Parce que partout dans le monde, ils font ce que fait la RIA. La CRIA, qui est l'équivalent canadien, va se lancer là-dedans aussi. Les arguments de la Disque sont
assez difficile à comprendre. C'est-à-dire, moi, si je sais que quelqu'un a téléchargé 10 000 chansons cette semaine, je trouve que c'est un gros criminel. Je trouve sincèrement que c'est un gros criminel. Parce que les créateurs qui sont derrière ça, les techniciens, les producteurs, tout ce monde-là, perd. Ce sont des emplois qui s'envolent. Vous savez, on a beaucoup parlé de piratage et de téléchargement illégal sur Internet. Et quand je faisais des entrevues pour la promo du gala, on me disait, j'imagine que tu vas faire un numéro là-dessus, que tu vas dénoncer ça parce que ça n'a pas de bon sens, que tu vas dire que tu es contre. Eh bien non. Je ne ferai pas de numéro sur le téléchargement illégal de chansons sur Internet parce que je suis pour. Je suis pour, mais à certaines conditions. Si on peut télécharger gratuitement des chansons sur Internet, je veux qu'on puisse rentrer au dépanneur, manger 2-3 gâteaux puis s'en aller sans payer. Je veux qu'on puisse aller chez le concessionnaire, choisir l'auto qu'on veut puis sacrer notre camp avec gratis. Et si Bell Sympatico et Vidéotron autorisent le téléchargement illégal sur leur serveur, je veux qu'on puisse avoir le téléphone, le câble, la soucoupe, le Journal de Montréal gratis. Le disque réclame que les fournisseurs d'Internet mettent sur pied un fonds pour aider l'industrie de la musique. L'argument étant que ce sont eux qui profitent le plus de cet engouement pour le téléchargement. Les fournisseurs d'accès Internet ne commercialisent pas leur technologie. Ils commercialisent du contenu. Lorsque je vais sur Internet, je vais chercher du contenu, de l'information, de la musique, du divertissement, des informations sur un voyage, n'importe quoi. Vidéotron, donc, devrait peut-être payer, devrait peut-être... La DIS préconise que les fournisseurs d'accès Internet, au Québec, essentiellement, c'est TELUS, Sympatico, Vidéotron, il m'en manque un. Bref, que les fournisseurs d'accès Internet contribuent pour 3 % de leurs recettes à un fonds qui serait là pour soutenir le développement du talent canadien, un peu pour compenser pour la perte que nous avons et un peu dans l'intervalle de l'établissement d'un véritable modèle. On a vu, entre l'an 2000 et fin 2003, le marché mondial du disque chuter de plus ou moins 30 %. Eux autres disent, on va prendre une petite taxe de 3 % qui va s'appliquer de façon universelle à tous ceux qui achètent le service d'accès Internet. On va faire, excusez l'expression, un petit pot d'argent, puis un petit groupe de technocrates vont essayer de diviser ça pour faire en sorte que les artistes choisis répondant à je ne sais trop quels critères auront accès à ces sommes-là. Nous, on pense que c'est une solution de statu quo, et que c'est une solution qui conduit à l'absurde pour un certain nombre de raisons. Si la chute a été de 30 %, imaginons qu'elle sera de 60 %, alors on va passer de 3 à 6. L'industrie de la musique a mis du temps à comprendre que la technologie l'avait dépassée. Cette boîte-là fait 3 choses. Premièrement, elle me permet d'établir le contact avec le réseau Wi-Fi de la maison, qui est le réseau sans fil sur l'ordinateur en bas, pour aller lire l'endroit où sont stockés tous mes CD numérisés. Deuxième chose, avec les connecteurs ici, elle se branche dans l'amplificateur. Troisième chose, elle permet d'établir le lien avec la télécommande sans fil. Et ce qui se passe, c'est quand j'allume la télécommande sans fil, j'ai accès, par l'entremise de la boîte, à toutes les pièces qui sont sur le réseau en bas. OK? Donc, à ce moment-là, il me suffit de le commander pour le lire. Et là, je suis en train de lire la musique qui est en bas au sous-sol, retransmise sans fil à la petite boîte et qui sort par le système de son. Avec un tel système, vous noterez que le CD est une excuse pour transporter la musique du magasin à mon ordinateur. Parce qu'une fois qu'il est rendu sur l'ordinateur en bas, j'ai plus besoin du CD. Et c'est en ce sens-là que si ce mode-là s'implante, et je pense qu'il va s'implanter, on comprend très bien que l'industrie traditionnelle, la distribution de musique sur CD-ROM, a un gros défi devant elle. Comme toutes les industries qui sont confrontées à un changement radical, le statu quo est toujours plus confortable que de changer. Je pense que l'industrie a compris le message. La musique est numérique maintenant, la musique circule maintenant, puis l'industrie doit faire avec. Donc, elle doit proposer des solutions attrayantes aux consommateurs. On veut gérer notre musique comme on l'entend. L'industrie nous traite de pirates et met des bandeaux, dire qu'on est des terres, il ne faut pas pirater, on fait crever le petit artiste, le petit producteur. Non, la mise en noire, c'est pas de notre faute.
On a, par ordinateur, des moyens d'aller infiniment plus loin que ce que l'industrie nous permet présentement. Et ça, c'est gratos. Pourquoi on le ferait pas? Au risque de voir le marché de la distribution s'effondrer, l'industrie de la musique commence à miser sur la vente de pièces musicales à l'unité. Des dizaines de sites dans le monde, dont la Maison Archambault au Québec, se sont ouverts au cours de la dernière année. Chaque chanson se vend 99 cents. Pourquoi payer $1 quand on peut l'avoir gratuit? C'est une bonne question. C'est $1 versus le prix gratuit. D'un autre côté, la gratuité entraîne la non-rentabilité du modèle d'affaires. Plus de rentabilité, plus de production, plus d'albums. Donc, il n'y a pas de modèle économique gratuit qui se soutient. Pourquoi payer $1 pour assurer qu'on aura accès à de la musique, qu'on aura accès à du contenu diversifié et qu'on continuera d'investir dans la création? Toute l'industrie du disque tente l'aventure parce que l'industrie du disque, elle n'a que cette carte-là à jouer. C'est que pendant que les ventes de disques déclinent d'à peu près 10 % par année depuis le début du millénaire, il n'y a pas de solution de rechange à court terme. Tout ce qui reste à l'industrie du disque, c'est de tenter d'implanter des sites de consommation payants en ligne. Et on leur souhaite bonne chance. Moi, personnellement, je suis plutôt pessimiste quant à la réussite de ces tentatives-là. Si ça ne fonctionne pas, cela ne sera pas faute d'avoir essayé. Une campagne de publicité monstre avec 20 jeunes poursuivis par la RIA pour piratage vient d'être lancée. Pepsi offre le téléchargement gratuit de 100 millions de chansons à partir du site américain iTunes Music Store, propriété d'Apple. De la même façon que le cinéma n'est pas mort avec l'arrivée de la télévision, je ne pense pas que le téléchargement va tuer la musique, parce que je crois comprendre que la musique, même dans le tombeau de Toutankhamon, il y avait des instruments de musique. La musique ne disparaîtra pas. La musique est au cœur de la culture québécoise. Et vous pouvez compter sur une entreprise pour Québécois pour nous assurer que tout va se faire pour que la musique demeure vivace, parce que quand la musique se porte bien, Québécois se porte bien. Dans une génération, peut-être qu'on aura 1 ou 2 factures pour tous nos produits culturels. C'est-à-dire, plutôt que de mettre, je sais pas moi, 30 $ pour le câble, 50 $ pour la haute vitesse, un budget de 25 ou 30 $ pour l'achat de disques par mois, un autre pour l'achat de livres, on va avoir peut-être une ou deux factures à la fin du mois, qui va être notre facture de téléphone, qui va dire, ben là, vous avez consommé tant d'informations et ça vous coûte tant. Et les contenus vont se payer de cette façon-là. Après la pause, le cinéma et la télévision sont aussi menacés. Les jeunes écoutent des films en entier après les avoir téléchargés sur Internet. Avec 600 000 films téléchargés chaque jour sur Internet, Hollywood a fait appel aux simples artisans de l'industrie du cinéma pour sensibiliser la population au danger du piratage. Les arguments économiques du président de la Motion Picture Association of America ont du poids. Près d'1 million d'hommes et de femmes travaillent dans l'industrie du cinéma. Ce sont des gens ordinaires, des gens qui ont des familles à nourrir, qui veulent envoyer leurs enfants à l'université et qui ont des hypothèques à payer. Leur travail et leur mode de vie sont mis en danger par les attaques des pirates informatiques. On peut penser que les producteurs des studios de Beverly Hills et les stars qui empochent des cachets de dizaines de millions de dollars par film auraient été moins convaincants. Oui, c'est un peu ironique que ce soit des simples artisans. Et c'est ironique aussi que ces annonces-là passent au cinéma. Parce que je viens de payer mon 10$ pour aller au cinéma. Donc, en quelque part, je viens de la payer, sa job. Je viens de participer. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est pas le cinéma qu'on remet en question. C'est le marché connexe, additionnel de la vente de DVD aux gens à domicile. C'est ce nouveau marché-là qui est mis en péril. Le marché traditionnel du cinéma, lui, on sort voir des films. La vente de DVD et de VHS représente aujourd'hui 50% du chiffre d'affaires de l'industrie du film. Le marché du DVD est florissant.
les ventes ont procuré 12 milliards de dollars de revenus en 2003, une progression de 34 %. Une nouvelle manne que Hollywood ne veut pas laisser échapper. Mais pour l'instant, Hollywood n'entend pas poursuivre les internautes qui ont piraté leurs films. Je crois qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de la campagne de poursuite que la RIA a lancée plus tôt cette année. Ils en sont à leur troisième ronde de poursuites judiciaires et nous sommes régulièrement en contact avec eux pour savoir quels sont leurs motifs et ce qu'ils en retirent. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Quelle politique nous pouvons mettre en place? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais ce que nous allons retenir sera inclus dans nos politiques internes. À l'arrivée du magnétoscope, Hollywood a cru que le cinéma était pour mourir. Dans l'affaire Betamax, les studios Universal ont poursuivi jusqu'en Cour suprême Sony, voulant tenir le fabricant responsable du piratage qui pourrait être pratiqué avec l'appareil. Hollywood a perdu. Hollywood essaie de ramener l'affaire en Cour suprême pour renverser la décision Betamax. S'ils gagnaient, ça leur permettrait d'aller chez Bill Gates, chez Intel et chez tous les fournisseurs d'accès Internet et de leur dire « Vous devez installer des mécanismes de protection ». Ils pourraient exiger ce qu'ils veulent d'un point de vue technique afin de protéger leurs droits de copyright. Ça leur donnerait un plus grand contrôle sur toute la distribution digitale. À chaque fois qu'on installe un verrou, on le déverrouille immédiatement. C'est pas n'importe quel internaute qui peut le faire, mais ce qui arrive, c'est que dans la mentalité d'Internet, c'est que le plus futé des internautes ne gardera pas sa découverte pour lui. Il va la répandre immédiatement. Il va la faire savoir à toute la communauté. Et ça, c'est intrinsèque à Internet. À une époque où vous voyez des gens pirater les banques, le New York Times, je ne dirais pas qu'il y a des choses qui soient inviolables. Mais je suis allé au laboratoire de recherche de Microsoft. Ils y ont réuni plusieurs des meilleurs informaticiens au monde. Et leur travail est de créer un programme, de le pirater, de régler la faille, de le pirater à nouveau et de précéder de 4 à 5 étapes les pirates les plus entreprenants. J'ai le film, mon voisin ne l'a pas, je vais lui faire une petite copie. Lui va faire la même chose chez lui, ça fait que tranquillement, pas vite, je vais me ramasser avec une pas pire cinémathèque domestique. Un nouveau concept, cinémathèque domestique, ça devient possible. Ça coûte pas cher, c'est facile. Voyez-vous, là j'ai mis l'original, et là, j'ouvre tout simplement un petit logiciel qui se vend 100 $. Le logiciel est légal, mais Hollywood est en cours pour en interdire la vente. Les pertes annuelles imputées aux copies pirates sur support physique s'élèvent à 3,5 milliards de dollars. Il y a l'alternative Internet qui est très forte du côté musical. On peut trouver n'importe quoi en musique sur Internet. En film, on voit que ça se met en place depuis quelques années et ça balbutie. Il y a des standards, il y a des formats il y a des façons de faire qui sont différentes. J'ai fait beaucoup de tests, j'ai eu quelques succès très limités. J'ai eu surtout beaucoup de cochonneries. En fait, c'est le premier DVD du coffret qui est prêt. Voulez-vous voir si ça fonctionne? Ben oui, ben oui. Voici la preuve. L'idée, là, c'est que ces gens-là comprennent que tant qu'ils vont nous vendre un film 25 $, ça leur coûte combien, ça? OK, il y a les extras. Ils ont fait un deuxième DVD là, sur les extras. Mettons que ça leur coûte 3 $. Mettons qu'on le vend à 10 $. Ils font déjà beaucoup d'argent. D'après moi, ils vont en vendre pas mal plus qu'à 25 $. Et d'après moi, l'ensemble des DVD qu'ils vont vendre à 10 $ risque de lui rapporter autant d'argent, sinon plus, que l'ensemble des DVD qu'ils nous vendent à 25 $. Quant aux films piratés sur Internet, le phénomène n'a pas encore atteint l'ampleur que l'on connaît en musique pour des raisons essentiellement techniques. Le téléchargement d'un film prend plusieurs heures, mais ça pourrait très vite changer. L'équipe du professeur Stephen Lowe de Caltech, l'Institut de technologie de Californie, travaille à un programme expérimental appelé FAST.
Ce protocole permet déjà d'acheminer des données 200 fois plus rapidement que la plus haute vitesse actuellement disponible. In terms of the regular people, like the rest of us, Pour que la population en général bénéficie de ces résultats, il faudra plus de temps pour mettre en place les infrastructures. Dans quelques années, avec ces nouvelles connexions qui entreront dans les maisons et les bureaux, les gens pourront se brancher à des vitesses de milliards de bits à la seconde. C'est entre 10 et 1000 fois plus rapide qu'aujourd'hui. Quand ça arrivera, il y aura toute une série de nouveaux services disponibles, dont la vidéo sur demande, la télévision en haute résolution, les conférences en direct et beaucoup plus encore. Tout ça d'ici quelques années. L'industrie du cinéma ne veut pas tomber dans le même piège que les majors de la musique en niant les avancées de la technologie. Ils ont déjà contacté le professeur Lowe. Il voulait savoir comment fonctionnait cette technologie, comprendre les principes de base. Alors nous avons eu une discussion technique, nous leur avons parlé des résultats préliminaires et de nos plans pour l'améliorer. Alors voici son livre, je vais l'enregistrer à perpétuité. Alors tu appuies sur le bouton une fois, une deuxième fois, et voilà, on enregistre à perpétuité. Après la musique et le cinéma, ce sera au tour de la télévision d'affronter les changements technologiques. Microsoft offre la première génération d'un logiciel, Windows Media Center, qui transforme l'ordinateur traditionnel en un centre multimédia branché au téléviseur. Vous pouvez écouter de la musique, visionner vos films, vous amuser avec des jeux vidéo, surfer sur l'Internet et, s'il vous reste un peu de temps, écouter vos programmes préférés quand bon vous semble, car vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 heures de télévision sur votre disque dur. Mais c'est vraiment le consommateur qui devient le roi là-dedans. Il choisit ce qu'il veut voir, il choisit ce qu'il veut entendre, il peut aller sur le web quand il veut, il peut faire plusieurs trucs en même temps. Il fait sa télévision. Il devient plus esclave d'une télévision, mais c'est lui le boss. C'est lui qui décide ce qu'il veut écouter. C'est le fun. C'est le fun. C'est une télévision qui est personnalisée selon qui on est, selon si on a des enfants, si on est un homme ou une femme. On fait notre télé. Et ça, je trouve ça brillant. En plus de l'arrivée du Media Center de Microsoft, on estime qu'à la fin de 2004, la moitié de ceux qui sont câblés au Canada auront un accès numérique, ce qui leur permettra d'utiliser un enregistreur qui menace la pub. Parce que déjà, sur le web, il y a des gens qui sont à concevoir des trucs pour éliminer la publicité de ces enregistrements-là. Donc, sur un disque dur, j'enregistre zone libre, il y a des pubs, je veux pas les voir, il y a un petit bidule qui va faire en sorte que je vais être capable au moment de la lecture, de passer les publicités. Donc, ça implique que les gens qui investissent pour payer, qui payent donc pour faire voir leurs produits à la télévision, devront se réorienter et trouver une nouvelle façon de présenter leurs produits. Les gens qui font la programmation, les grilles horaires vont devoir trouver peut-être d'autres sources de financement. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière là, avec le financement fédéral. Toute l'industrie est en évolution. Je crois que pour répondre à ça, on va voir de plus en plus l'arrivée d'émissions taillées sur mesure pour des annonceurs, financées par des annonceurs. On n'a qu'à penser à une émission de rénovation qui serait produite par Home Depot, une émission sur la nutrition de la part des producteurs laitiers du Canada. Ce genre d'émission-là, livrée clé en main aux diffuseurs, donc qui leur enlève des coûts de production et qui permettent à ces annonceurs-là de rejoindre d'une façon efficace et affective leur cible. Depuis que la mire de Radio-Canada est apparue sur vos écrans en 1952, la télévision n'a cessé de se réinventer. La couleur est apparue, la compétition est née, les canaux spécialisés se sont multipliés et tout ce temps-là, la bataille se livrait au niveau de l'horaire de la programmation. Les choses risquent de changer. Mais je pense que les grands réseaux vont être obligés d'offrir à différentes heures et de différentes manières leur contenu télévisuel. Est-ce que ce sera uniquement par les chaînes télé? Est-ce que ce sera à l'accès Internet où on pourra aller chercher des émissions par Internet? C'est un phénomène qu'on voit là, émerger de plus en plus. Les jeunes écoutent des films en entier après les avoir téléchargés sur Internet et on s'en va vers une plus grande facilité d'accès des contenus télévisuels, c'est certain. Après la pause, les pirates s'apprêtent aussi à s'attaquer à la téléphonie. Tu vas se gagner la grande fille? Mathilde! Viens, ça te lève.
découvert. Nous voyons des gens se lever pour l'applaudir. Et des records battus. Nous la voyons décrocher son diplôme avec tous les honneurs. Nous voyons des enfants pleins de potentiel. Et c'est ce qui nous inspire à créer des logiciels pour les aider à réaliser leurs rêves. Au beau dimanche cette semaine, Kevin Spacey, Annette Bening, Beauté américaine. Le film qui pose un regard décapant sur la société américaine, gagnant de 5 Oscars. Le film aux propos acides. Politiquement très incorrect. Irrévérencieux. Le film qu'il faut voir. Et revoir. Beauté américaine. Dimanche 19h30 à Radio-Canada. OK, on les essaie. C'est le temps! Papa, maman! Veux-tu voir papa? Papa! Il est où, papa? Salut! Salut, Coco! Où est-ce qu'elle est, la grande fille? Mathilde! Salut! Ah, Mathilde. Oh, Mathilde, maman m'a dit que tu avais fait un beau dessin ou... C'est quoi ce beau bricolage-là? Est-ce que tu le vois bien? Martin Dignard a trouvé les moyens d'oublier la distance. Ce spécialiste en production audiovisuelle voyage aux quatre coins du monde pour son travail. Pour les besoins de l'émission, il avait recréé pour nous une communication. Mais qu'est-ce que t'as dit, papa? Quand je pars 2, 3 semaines, un mois, je trouve ça loin. Je trouve ça long sans voir ma famille. Alors, j'ai décidé Ça fait des années que je me tiens au courant qu'est-ce qui se passe, comment je peux appeler à la maison. Que ça... Bon, évidemment, toujours un problème de coût. Si t'appelles à tous les jours, puis à Tokyo, il y a un problème de coût, un problème de temps. Puis avec cette technologie-là, sur l'Internet, ben je peux appeler chez nous. Ça me coûte rien, c'est toujours intéressant, mais ça me permet de les voir. J'ai oublié de te donner un bisou puis un câlin. Approche-toi. Un interurbain gratuit, c'est tout de même un avantage qui compense pour la qualité de l'image qui est loin d'être parfaite et le son qui peut laisser à désirer selon la vitesse de la connexion. Ça arrive, je suis dans un bureau à l'étranger, ben je laisse la caméra allumée, à l'autre bout, il la laisse allumée, puis je vois les enfants sortir du bain. S'ils me voient à l'écran, ben ils viennent me parler. Des fois, je partage un verre de vin à distance avec mes amis qui viennent dîner à la maison, souper à la maison. Le système de Martin Dignard requiert l'achat d'une caméra. D'autres, également gratuits, n'offrent que l'audio. Les créateurs de Casa, ennemi public numéro 1 de l'industrie de la musique, ont décidé de s'attaquer à la téléphonie. Ils ont rendu disponible un logiciel de téléphonie point à point. Il suffit que 2 personnes le téléchargent pour qu'elles puissent se parler n'importe où dans le monde. Nous avons testé le logiciel avec Jean-François Bélanger, le correspondant de Radio-Canada en Afrique. Bonjour Jean-François, c'est Solveig à Montréal. Comment ça va? Ça va bien? Quel temps fait-il à Dakar? C'est un peu gris, un peu nuageux. Il y a des percées de soleil à l'occasion, là, mais il doit faire à peu près 22 degrés. Est-ce que tu m'entends bien? Au niveau de la qualité du son, là, qu'est-ce que ça dit, ce système-là? Ah, c'est impeccable. C'est beaucoup mieux que le téléphone, en tout cas. Il y a certains coins du monde où ces services de téléphonie gratuits font peur et déjà, les grosses compagnies commencent à réagir. Dans quel coin du monde, puis comment ça se passe brièvement? Essentiellement dans la grande majorité des pays du Sud, dans les pays sous-développés, suite à je dirais, aux subventions aux programmes internationaux pour développer leur réseau Internet. Dans ces pays-là, on a vu l'apparition de téléphonie par Internet. On a les compagnies donc télécommunications dans ces pays-là ont réagi très vite pour essayer de récupérer la part du marché qui allait de plus en plus vers ces petites compagnies-là. Et donc, avec plusieurs scénarios, ils ont mis fin à ça. Soit ils ont essayé de récupérer ça, étant donné qu'ils maîtrisent ou ils monopolisent également le réseau Internet, ou alors ils ont tout simplement coupé le système. Est-ce que vous allez essayer le Skype avec des amis un peu partout en Europe, puis chez nous, ici au Québec? Ou... Ça devient intéressant, en tout cas, ça permet vraiment de faire baisser la facture de téléphone. Parce que quand on est en Afrique, on se sent loin de tout le monde, donc ça peut être une bonne solution. Au Canada, il n'y a pas de réglementation qui empêche la diffusion du logiciel Skype, qui, en quelques mois, a réussi à attirer plus de 7 millions de personnes à travers le monde. Comment ça se fait que Bell nous a pas déjà offert à nous, citoyens, le téléphone avec la caméra, avec ce qu'on retrouve sur le net, à qualité médiocre peut-être, mais au moins on peut avoir gratuitement ce que des compagnies, nos compagnies de téléphone ne font pas? Ben là, je vais mettre mon chapeau de professeur d'université indépendant et je vous dirais, regardez dans l'histoire de Bell, quand est-ce que Bell a fait quelque chose dans l'intérêt du public?
c'était essentiellement par les choix économiques et des choix économiques très court-termistes qui n'ont pas donné souvent lieu à des choix technologiques ou politiques intéressants. Les grandes industries du divertissement et des télécommunications manquent souvent de vision. C'est qu'elles recherchent essentiellement la rentabilité en voulant plaire à leurs actionnaires. L'Internet et toutes les nouvelles technologies numériques bouleversent tous les modèles d'affaires, mais donnent à la population de plus en plus de pouvoir sur sa façon de consommer. Reste à trouver un nouveau modèle rentable et juste pour les créateurs. La semaine prochaine à Zone Libre, un reportage sur la plus grosse fondation privée au Canada et celui qui en a fixé les priorités, le fondateur de Vidéotron, André Chagnon. La Fondation Lucie et André Chagnon, qui dispose d'un actif d'1,4 milliard de dollars, est la plus importante fondation familiale au Canada. Son président, André Chagnon, est un homme discret mais audacieux. En investissant une partie de sa fortune dans la fondation, il veut réduire la pauvreté et prévenir la maladie au Québec. Une équipe de Zone Libre l'a suivi dans ses déplacements. Un reportage à l'intérieur d'une organisation qui appuie des causes diverses. Un médecin qui œuvre auprès des pauvres ou un personnage controversé comme Gaston Nassens, celui qui prétend avoir découvert un produit miracle contre le cancer. Zone Libre est rediffusée le jeudi à 12h30 dans le cadre de l'émission Place publique. Pour faire parvenir vos commentaires à l'animatrice Madeleine Roy, vous pouvez consulter notre site Internet. Dans une